Bien sûr, ça suggère que ces virus, ou les ancêtres de ces virus, étaient déjà présents à l'époque de Lucas. Là, vous avez une figure d'un papier qui n'est pas encore sorti, qui est sous presse, de Kritovic et Benford, qui montre en fait la classification des virus à ADN double brin, cette fois basée essentiellement sur ces protéines de capsides. Donc vous avez ici ADN, CLDV qui sont groupés, enfin qui ont toute cette protéine. Ici, donc, en gris, des protéines, des virus à ADN double brin pour lesquels les protéines de capside n'ont pas encore été résolues. Et ici également, non, ici ce sont des virus pour lesquels non seulement la protéine de capside soit n'a pas été résolue, soit n'a pas été encore groupée ensemble. Donc voilà, donc, la leçon qu'on peut tirer de ces virus d'archée, c'est qu'ils sont différents à la fois des virus de caryotes et des virus de bactéries. Donc on a trois domaines cellulaires et on a trois domaines de virus qui leur correspondent. Ceci dit, quand on creuse, c'est-à-dire qu'on regarde au niveau des protéines de capside codées de ces virus, eh bien, dans les trois domaines, on trouve des protéines homologues à la base donc, pour former ces capsides. Donc on a une sorte de contradiction a priori, avec à la fois des divergences très importantes au niveau de la structure des capsides, le génome de ces virus, mais on trouve quand même des points communs. Et pour expliquer, disons, ces contradictions, on a proposé avec David Pomeschvili il y a quelques années ce modèle dans lequel on imagine que les virus existaient déjà donc, à l'époque de Lucas et bien avant, donc Lucas est là sur l'Universal Common Ancestor. Et on avait donc, au moment où les trois domaines se sont formés, là on n'explique pas comment, les différentes hypothèses, chaque domaine a emporté avec lui une partie de cette biosphère ancestrale, avec des virus ayant un capside qui étaient présents à l'époque, donc c'est pour ça qu'on trouve des caractères communs dans ce domaine. Et ces virus ancestraux ont coévolué avec leurs hôtes, et on a donc aujourd'hui, on aboutit à ces trois domaines viraux qui se superposent à ces trois domaines cellulaires. Alors, je ne suis plus sûr si c'est la prochaine diapo, mais je pense que c'est peut-être la prochaine diapo. C'est une photo qui renvoie à Lucas, voilà, oui, c'est ça. Vous avez ici Lucas. Alors, vous savez que les aborigènes australiens sont connus pour avoir des propriétés de télépathie, ils sont capables de communiquer à distance entre eux. Et donc, j'ai pu les contacter et je me suis aperçu qu'ils avaient également des propriétés fantastiques de communiquer dans le temps. Et donc, un aborigène a réussi pour moi à avoir visualiser une vision de Lucas et il l'a retranscrit sur cette peinture. Et j'aime beaucoup cette photo de Lucas parce qu'elle nous apprend pas mal de choses. D'abord, normalement, tout le monde doit savoir que Lucas n'était pas la première cellule, loin de là, puisqu'il avait déjà des ribosomes avec au moins une quarantaine de protéines, donc il était porté d'une longue évolution. Beaucoup de gens pensent que Lucas était tout seul, comme un pauvre, il s'est perdu dans un monde cruel. Et de même que la Africaine dans son village, il n'était pas tout seul, Lucas n'était pas tout seul, donc là on voit très bien que Lucas était entouré d'une quantité innombrable d'organismes, certains qui lui ressemblaient, donc il y avait une lignée correspondant à la lignée de Lucas, d'autres qui étaient assez différents, d'autres très très différents. Tout le monde à l'époque, bien sûr, déjà échangé des gènes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette vision de mon aborigène, eh bien, on voyait très clairement tout un tas de virions. Donc clairement, les virus, c'est maintenant on est sûr, existaient déjà à l'époque de Lucas. On voit que ces cellules-là sont entourées d'une quantité considérable de virus. Alors, quand même, je dois dire que cette vision que je vous présente et que je vais développer n'est pas la vision aujourd'hui majoritaire, forcément, dans la communauté scientifique, surtout chez les anglo-saxons, par exemple, la vision de Coudin et de Martin. C'est pas du tout ça. Pour eux, Lucas n'était pas encore une cellule. On vivait dans une cheminée hydrothermale. La vie est apparue donc à la base de cette cheminée et des archées et des bactéries sont sorties en haut de la cheminée pour fusionner, pour donner ensuite les eucaryotes. Donc toute l'évolution se serait faite dans cette cheminée et Lucas serait quelque part par là encore unicellulaire. Alors j'en ai parlé avec une Julie, tu crois vraiment que la vie est apparue comme ça dans une seule cheminée? Tout s'est fait vraiment du début jusqu'aux archées et aux eucaryotes dans une seule cheminée. Il m'a dit, mais non, ça c'était pour le dessin du papier. Bien sûr, c'est schématique, mais c'est pas vraiment schématique parce que là on a affaire à des cellules minérales qui ne peuvent pas passer d'une cheminée à l'autre. Donc pour moi, ce modèle de Martin et Coudin implique vraiment que la vie est apparue de A jusqu'à Z dans une seule cheminée, ce qui me paraît complètement irréaliste. Ce qui me paraît complètement irréaliste, c'est que dans ce schéma, où les eucaryotes proviennent d'une fusion d'archées et de bactéries, eh bien tous les virus eucaryotes doivent provenir quelque part d'une association, d'une fusion, doivent avoir été construits à partir de virus de bactéries et virus d'archées, ce qui pour moi aussi est complètement irréaliste. Alors, on va passer maintenant à la partie, disons, un peu de réflexion, et là, il y a beaucoup d'idées qui sont des idées encore
en maturation, hein, parce que c'est vraiment un domaine qui est passionnant, puisque tous les ans, finalement, la réflexion avance, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans le débat, des positions contradictoires qui sont avancées, c'est vraiment assez passionnant. Donc en gros, qu'est-ce que le virus? Tout à l'heure, on a vu la définition de Dunford et de Kruglovic, donc ils regardent le multivirus pour avancer leur définition. Alors, on a quand même une diversité incroyable. On a un virus avec 2 gènes, il y en a même un qui n'a qu'un seul gène, et là, on a un virus avec plus de 1000 gènes, donc on a vraiment un monde extraordinaire. Comment arriver à modifier? Donc, on a cette idée, bien sûr, de la capside. Donc, avec Didier, on avait proposé cette définition en 2008. On avait dit, voilà, il faut diviser le monde vivant peut-être en 2 grands groupes d'organismes. D'un côté, les organismes codants pour les ribosomes, et de l'autre côté, les organismes codants pour les capsides. Alors, je suis toujours d'accord en fait avec cette division du monde vivant en 2 grands groupes, je pense que c'est une bonne idée. Ça colle avec la vision de Dunford, à savoir que la capside, c'est vraiment, lui dit le self du virus. Je pense que le terme self n'est peut-être pas très bon, mais disons, c'est vraiment ce qui caractérise le virus. Peut-être que plutôt que dire codant pour les capsides, maintenant, je dirais plutôt produisant des virions, parce qu'on a vu qu'il y a des virus qui ne produisent pas vraiment de capsides, ça dépend après comment on définit une capside, disons. En tout cas, il y a toujours au moins une protéine qui va servir à protéger le génome viral et à permettre sa dissémination. C'est une définition que j'aime bien parce qu'elle est opérationnelle, parce qu'en fait, effectivement, si aujourd'hui on reconstruit un génome d'un mégabase, de 2 mégabases à partir de données métagénomiques, par exemple, comment savoir si c'est un génome viral ou un génome d'une cellulaire? Là, ça va être en cherchant les gènes codants pour les ribosomes. Si on trouve ces gènes-là, ça sera clairement un organisme, une cellule, une bactérie, une archée ou un eucaryote, sinon ça sera sans doute un nouveau virus. C'est une définition aussi qui a des conséquences importantes, parce que par exemple, toujours pour revenir sur les CTV, j'ai découvert que pour les CTV, il existe des virus qui ne répondent pas à cette définition. Et d'ailleurs, Conine l'avait fait remarquer dans un de ses papiers, il existe des virus qui n'ont pas de capside. Par exemple, les narnavirus, qui sont définis par les CTV comme des virus, ils n'ont pas vraiment de virions, ils n'ont pas de protéines structurales, ils ont simplement un génome associé à une ARN polymérase de type effectivement viral, apparenté aux ARN polymérases et virus ARN. Donc en fait, ce génome, entre guillemets, viral, ne code que pour une seule protéine qui est une réplicase, et l'ICTV considère que c'est un virus. Moi je pense que ce n'est pas un virus, si on prend notre définition. Si on considère que le narnavirus est un virus, eh bien il faut considérer que tous les plasmides bactériens et d'archées sont des virus, puisqu'ils sont exactement pareil. La plupart des virus d'archées et de bactéries, tous en fait, on peut montrer qu'ils sont apparentés à des virus. Donc si on appelle le narnavirus un virus, on doit appeler tous les plasmides d'archées et de bactéries des virus. Je pense que c'est intéressant de garder cette distinction entre plasmide et virus. Et donc je dirais que le narnavirus en fait est un plasmide d'eucaryote et pas un virus. Alors, dans la définition qu'on donnait avec Didier, les virus sont des organismes codants pour des capsides. La capside, ça ne pose pas tellement de problème. Ce qui pose le problème plutôt, c'est le terme organisme. Ce qui dit organisme organisme vivant, sinon organisme non vivant, ça fait bizarre. Donc, de définir les virus comme des organismes, ça veut dire qu'on a répondu déjà à la question des virus sont vivants, mais ce n'est pas une question finalement anonyme. Est-ce que les virus sont vivants? Alors, en général, les gens disent non, la plupart. Pourquoi? Parce que traditionnellement, ils assimilent le virus au virion, et effectivement, les virions sont linéaires, ils n'ont pas de métabolisme, etc. Il y a plein d'arguments qui sont donnés. Bon, et c'est vrai qu'on a toujours assimilé le virus au virion, encore, hein. C'est ce qu'on voit à la télé. Quand on vous montre un virus à la télé, c'est un virion, souvent avec des épines pour vous indiquer qu'il est méchant. Les virions cristallisent, donc ce qui cristallise, souvent on dit bah, c'est pas vivant, c'est des molécules. Et pour beaucoup de biologistes, les êtres vivants sont cellulaires par définition. La définition même d'organisme, un organisme, c'est quelque chose de cellulaire. Alors cette idée, cette confusion entre le virus et le virion, elle a été critiquée, déjà en 1983 dans un papier de Claude Bandia dans le Journal of Molecular Biology, et puis très fortement par Claverie dans un papier en Genome Biology en 2006. Bandia a dit la phase vivante du virus, c'est la phase intracellulaire de son cycle lytique. Et Claverie a dit bah, le vrai virus, c'est pas le virion, c'est l'usine virale. Alors, donc voilà, ça c'est pas un virus, le virus c'est l'usine virale. Alors, cette proposition de Claverie m'a amené à réfléchir, mais oui, c'est tentant de dire effectivement, bon voilà, vraiment on a un organisme qu'on peut visualiser. Ceci dit, on a un problème parce que si on s'intéresse au virus d'archée ou au virus de bactéries, on n'a pas d'usine virale. On ne voit pas à l'intérieur une bactérie infectée par un bactériophage, une archée infectée par son virus, on ne voit pas d'usine virale. Donc, dans la définition du virus comme usine virale, on ne va pas la généraliser à l'ensemble du monde viral. Je pense avoir trouvé la solution dans un papier de Wolf en 1961, où
où il disait, eh bien, le virus transforme la cellule en usine virale. Donc si le cellule transforme la cellule en usine virale, et si on considère que le vrai virus, ce n'est pas le virion, mais c'est l'usine virale, hein, donc ça veut dire que le virus transforme la cellule en une usine à virion, finalement. Et du coup, si on dit que le virus transforme la cellule en usine à virion, eh bien on en conclut que le virus transforme la cellule en virus. Puisque la cellule infectée, c'est l'usine à virion, c'est le vrai virus. Donc l'idée, c'est que le vrai virus correspond, enfin le vrai virus, le virion, c'est pas un faux virus, mais disons la forme vivante, organismale, en anglais, du virus, c'est la cellule infectée qui a été transformée en un nouvel organisme. Et donc, là, plus récemment, j'ai introduit ce nouveau concept que j'aime bien, je vais essayer de le défendre, le virocèle, donc la cellule virale, par opposition au ribocèle, la bactérie, l'archéoleucaryote, c'est une cellule avec des ribosomes, essentiellement, qui code pour ces ribosomes, donc une ribocèle. La cellule virale, elle ne code pas pour des ribosomes, mais elle code pour des virions. On voit ici, par exemple, T4 qui infecte coli, eh bien, il va détruire complètement le génome de la bactérie, donc on n'a plus de génome bactérien. Il va multiplier son génome, donc là on a maintenant un génome viral. T4 code pour une soixantaine de protéines membranaires, donc il va complètement reconstruire, remodeler la membrane de la cellule. Il va complètement prendre sous son contrôle le métabolisme cellulaire, il code lui-même pour pas mal de protéines du métabolisme. La membrane devient une plateforme de synthèse de tête et une plateforme de synthèse de queue. Lorsque les têtes sont formées, elles se détachent, elles viennent se remplir d'ADN, elles viennent s'associer aux queues et à la fin, la virocèle va réaliser. Donc quand on est dans cet état-là, on a vraiment une cellule où il n'y a plus de génome bactérien, donc c'est plus du tout une bactérie, c'est une cellule virale. Alors certains vont dire oui, mais elle ne vit pas longtemps. Oui, mais il y a des insectes qui vivent aussi 1 ou 2 heures. Donc ça, c'est pas un argument. On peut très bien être vivant, même si on vit très peu de temps. Alors, ça c'est intéressant, ce concept de virocèle, parce que ça permet, à mon avis, de dépasser pas mal de contradictions. Dans leur fameux papier sur les 10 raisons pour lesquelles les virus ne doivent pas être mis dans l'ordre universel des vivants, Curie et David ont dit les virus, ce sont les cellules qui les font évoluer. Les cellules, virus are evolved by cell, donc c'est vraiment des organismes secondaires. Ce qui est important, c'est les cellules qui les font évoluer. Ils ont à la fois, à moitié raison à l'auteur, en fait, je dirais que non, les virus, effectivement, évoluent à l'intérieur de cellules. Dans les virocèles, le génome viral évolue effectivement à l'intérieur des cellules, c'est évident qu'il n'évolue pas dans le virion, mais ce n'est pas la cellule qui le fait évoluer, la cellule ne sert que de récepteur de la cellule. Alors, et là j'ai remis, pour beaucoup de biologistes, tous les êtres vivants sont cellulaires par définition. Ben maintenant je dis qu'ils ont raison, mais les virus sont aussi des organismes cellulaires, et c'est pour ça qu'on peut les considérer comme vivants, sans finalement casser cette vieille définition que beaucoup de gens nous disent. Alors, est-ce que les virus sont vivants ou pas? Je peux dire, bon, voilà, c'est peut-être une question, finalement, est-ce que c'est une question si importante que ça? Alors là, c'est une diapo que j'ai fait ce matin, parce que c'est un article que j'ai lu hier. Eh bien, j'ai été travailler hier avec Céline Brochet, elle va passer ce bouquin qui vient de sortir, Origin and Evolution of Life. Donc, c'est un bouquin sur l'origine de la vie, etc., avec plein de chapitres. Et le premier chapitre, écrit par Michel Morange, que j'aime bien, qui a fait une thèse de philo en même temps que sa thèse de sciences. Et le premier chapitre, c'est sur la définition de la vie. Et j'ai lu son chapitre et j'ai été frappé parce que dans ce chapitre, bien, il attaque avec violence les gens qui pensent que les virus sont vivants. C'est l'introduction, et voilà, il dit I will show that the recent suggestion that viruses are alive make no sense and obscure the discussion about life. Un peu plus loin, examining the case of viruses, the absence of a definition of life leaves us defenseless when absurd statements are made on the living character of such object. Donc de dire que le virus qui pour lui est un objet est vivant, c'est absurde, c'est quand même fort. To consider viruses as living create much less confusion. Donc, moi je l'aime bien, je le connais bien, il m'attaque, il me dit que j'ai des idées absurdes, il me dit oui c'est quand même incroyable, il me dit que ça n'a pas de sens, mais... Alors je me dis, ça c'était l'introduction de son article, et il dit plus ou moins, plus loin, je vais expliquer pourquoi. Je dis, comme je sais que c'est quelqu'un de très très brillant, je me dis, mais c'est génial, il va m'expliquer pourquoi j'ai tort. Et les arguments, c'est ça, viruses remain strict parasites, bon. There is no symmetry between the virocell and the ribocell. The first need the second, the reverse is not true. Ce sont les 7 arguments. C'est bizarre, parce qu'on dit, il n'y a pas de symétrie entre les carnivores et les herbivores. Les carnivores, les herbivores peuvent se passer des carnivores. C'est pas pour ça qu'on va mettre les herbivores et les carnivores dans 2 catégories, les vivants et les non-vivants.